c'est pour notre Parlement et c'est pour la Wallonie un moment extrêmement important. Ce dont nous parlons ici, ce n'est pas seulement d'un traité commercial entre l'Union européenne et le Canada. Ce dont nous parlons ici, c'est de toute la philosophie des échanges commerciaux tels qu'ils vont se construire pour les 10, 15, 20 ou peut-être 30 prochaines années. Ça tombe sur le traité CETA, mais la discussion que nous avons, au-delà de toute l'amitié qui nous lie aux Canadiens, est dans le fond une discussion de principe, est une discussion éminemment politique et même à certains égards une discussion philosophique sur le sens même de ce que c'est le commerce et sur la manière dont il faut le mener. Et c'est pour ça qu'il y a dans ce débat tant de gravité. Et je commencerai comme vous, Monsieur Géolet, par vraiment me réjouir du fond du cœur de la qualité des débats que nous avons eus dans ce Parlement sur ces sujets et qui font ces débats qu'aujourd'hui, nous pouvons très sereinement assumer notre position à l'égard de l'ensemble de nos partenaires, qu'ils soient européens ou canadiens. Il y a très peu d'autres parlements qui ont mené un débat aussi riche que le nôtre. Il y a eu un débat très fort aussi au Parlement néerlandais. Et je me suis entretenu hier soir encore avec la ministre néerlandaise du Commerce extérieur, qui m'a confié qu'un certain nombre des difficultés que nous rencontrons, elle les rencontre également dans son propre Parlement. Il y a eu un débat également à la Chambre basse du Parlement autrichien, qui a lui aussi été très approfondi. Et là aussi, le chancelier autrichien avec qui je suis entretenu à de plusieurs reprises m'a dit la même chose. Plus on débat, plus on analyse, plus effectivement les parlementaires se posent des questions. Et s'il y a un débat ici en Wallonie, et s'il y a des réticences ici en Wallonie, ce n'est pas parce que nous sommes plus bornés que les autres, ce n'est pas parce que nous prendrions plaisir à être le petit village gaulois, ce n'est pas parce que nous rêvons d'autarcie, c'est tout simplement parce que dans cette région, il y a deux particularités qu'on rencontre assez peu ailleurs en Europe. La première particularité, c'est que la Wallonie a toujours été une terre de grande vitalité démocratique. Nous avons des organisations syndicales, des mutualités, des associations dans tous les secteurs extrêmement actives, dynamiques, vigilantes, mobilisées, qui ont étudié ce texte avec beaucoup de sérieux, qui ont consulté les meilleurs experts, qui ont remis des avis et qui ont alimenté nos propres travaux. Et cette vitalité démocratique de notre propre population, nous ne pouvons pas en faire fi. Nous ne pouvons pas en balayer le balayer du revers de la main sous prétexte que nous risquons d'être isolés de sa propre population, être isolé de ses propres citoyens, à une époque au début du XXIe siècle où la démocratie est déjà tellement profondément en crise, ce serait au moins aussi grave que d'être diplomatiquement isolé. Et nous devons faire en sorte que ces liens très forts que nous avons soient préservés. C'est un premier élément du débat. Deuxièmement, ça nous a été rappelé ici par le professeur Koen Leenaerts, par ailleurs président de la Cour de justice de l'Union européenne, nous sommes l'une des très rares régions en Europe qui a constitutionnellement le même privilège en termes de droit international que les parlements nationaux. Nous avons, le gouvernement wallon a le pouvoir de signer et donc aussi celui de ne pas signer un traité, et votre Parlement a le pouvoir de ratifier et donc aussi celui de ne pas ratifier un traité. Et ceci donne évidemment une très grande gravité à nos débats. Si nous n'avions pas ce privilège, nous n'aurions pas le panel de caméras venus des quatre coins de l'Europe qui sont ici. Pas grand monde ne se soucierait de la vie de la Wallonie si la vie de la Wallonie n'était pas décisif. Et donc nous avons de ce point de vue-là une responsabilité politique majeure. Et tout l'art de la politique, c'est de savoir utiliser ces responsabilités. Dire, comme Madame de Franck-Firquet, nous avons un pouvoir formidable, nous avons une société civile qui s'est mobilisée, c'est très bien, mais enfin bon, à quoi bon? Laissons tomber, signer, ratifier, et puis allons de l'avant, et ignorons tout le travail que nous avons fait. Ce serait remettre en cause nos propres compétences constitutionnelles, et ce serait remettre en cause notre propre vitalité démocratique. À quoi sert alors un Parlement, s'il faut de toute façon signer, s'il faut de toute façon ratifier? À l'inverse, dire mettons tout ça à la poubelle, ça ne sert à rien de discuter, ce serait non seulement confirmer un isolement complet, mais ce serait aussi ne pas utiliser pleinement le pouvoir qui est le nôtre. Bien sûr, nous utilisons pleinement ce pouvoir, mais nous l'utilisons pour obtenir quelque chose, pas juste pour crier non, pas juste pour dire nous ne sommes pas d'accord. Pas d'accord, pas d'accord, pas d'accord. Quand on a dit qu'on n'était pas d'accord, il faut ensuite dire ce que l'on veut. Et il faut utiliser le rapport de force que l'on a construit pour obtenir des concessions qui vont dans le sens de ce que sont nos aspirations et de ce que sont les aspirations de notre population. C'est ça,
la politique. Et c'est ça que nous sommes en train de faire. Et c'est difficile. Mais malgré tout, il faut aller au bout de cet exercice. Alors bien sûr, nous ne sommes pas contre le commerce. Bien sûr, nous ne sommes pas contre le Canada. Si on pouvait déjà s'épargner ces caricatures, si on pouvait s'épargner ces simplismes, on gagnerait non seulement beaucoup de temps, mais on gagnerait aussi beaucoup dans la qualité des relations avec nos partenaires européens, avec nos partenaires canadiens. Bien sûr que les Canadiens sont nos amis. Bien sûr que nous regrettons finalement que cette discussion, je l'ai dit, qui est une discussion de principe, tombe sur ce traité avec le Canada, qui est certainement l'un des pays les plus proches de nous au monde, tombe sur ce traité qui est certainement, effectivement, l'un des plus avancés aujourd'hui au monde. Mais ce n'est pas parce que nos amis sont nos amis, et ce n'est pas parce que ce traité est moins mauvais que d'autres, que nous devrions renoncer à exercer notre responsabilité, notre devoir de vigilance démocratique. Nous sommes un partenaire commercial important du Canada. Nous sommes d'ailleurs, l'année dernière, nous avons un excédent commercial de 115 millions vis-à-vis du Canada. C'est la preuve qu'on commerce très bien avec le Canada et même sans le CETA, et que nous ne sommes pas en train de nous refermer sur nous-mêmes, de nous racrapoter comme certains le disent et le prétendent. Je reviens du Japon. J'ai passé 3 jours à défendre effectivement nos entreprises présentes sur place pour les aider à exporter davantage, à essayer d'attirer chez nous des investisseurs étrangers, et je n'ai pas de discours. Je suis convaincu que la Wallonie doit être une Wallonie ouverte. Je suis convaincu que la Wallonie doit exporter et qu'elle doit attirer des investissements étrangers. Et je sais que pour ce faire, nous avons besoin d'instruments juridiques. Mais à nouveau, ça ne veut pas dire donc on doit tout accepter, et donc on doit se priver du pouvoir que nous avons d'avoir un vrai examen critique. Sachons faire la part des choses. Nous ne sommes pas contre le commerce, nous ne sommes pas contre le Canada. Et je dirais d'ailleurs que c'est bien justement, Madame de Franc-Firquet, parce que les Canadiens sont nos amis, que nous pouvons nous permettre de leur dire que nous ne sommes pas d'accord avec un certain nombre de choses. Moi, je n'aime pas. Je n'aime pas quand la discussion, tout d'un coup, commence à glisser vers la menace, comme on a pu l'entendre ces derniers jours. Attention, il y aura des conséquences. Attention, il y aura des rétorsions, etc. Je n'aime pas ça du tout. Je trouve que ce n'est pas digne d'un débat démocratique. Je n'aime pas non plus quand ça commence à glisser tout doucement vers des choses qui s'apparentent à l'injure. J'espère que, justement parce que nous sommes des amis, nous pouvons éviter entre nous les menaces et les propos plus ou moins injurieux, et nous pouvons nous dire les choses franchement, en toute sincérité, en toute compréhension réciproque. Quand on a un ami qui a des difficultés, on l'écoute. Et on essaye de comprendre ses difficultés et on essaye de voir avec lui comment on peut les surmonter ensemble. Et cela vaut autant dans les relations diplomatiques bilatérales que ça ne vaut dans la vie de tous les jours. Et c'est le message que nous voulons faire passer. Alors nos difficultés, elles sont bien connues. Nos difficultés, elles sont d'abord sur la forme. Et je vous rejoins, Madame Reikmans, et je vous rejoins, Monsieur Azé, là-dessus largement. Vous avez été applaudi d'ailleurs sur les bancs de la majorité à certains moments. Il y a un vrai problème avec la manière dont on négocie ces traités commerciaux. Il y a un vrai problème, et ceux qui aujourd'hui ne le comprennent pas sont en train de préparer une crise du commerce bilatéral exactement équivalente à celle que nous avons connue il y a 15 ans avec la crise du commerce bilatéral. En 2001, souvenez-vous, l'OMC nous dit on ouvre le cycle de Doha, un nouveau grand cycle de libéralisation multilatérale formidable, ouvert. On fait des grandes négociations secrètes, mais on prépare une petite salle dans le coin où les ONG peuvent faire semblant d'être tenus informés. Et de temps en temps, on vient leur faire coucou en disant ça va, vous voulez bien encore un peu d'eau, encore un peu de café, mais sans rien leur donner comme véritable élément d'information et sans débat. Eh bien, ça ne marche pas et ça ne marchera plus jamais. Les rounds de Doha sont enlisés depuis 15 ans et c'est pour ça que nous faisons aujourd'hui des discussions bilatérales. C'est justement parce que le multilatéral ne fonctionne plus que l'Europe essaye de renouer des relations avec les partenaires les plus proches, avec le Canada, avec le Japon, demain avec les États-Unis, et de le faire sur d'autres bases, de le faire en incluant dans ces relations des normes, des règles sociales, environnementales, de respect des droits de l'homme, de respect de l'exception culturelle, qui sont beaucoup plus fortes et beaucoup plus solides que celles qu'on peut trouver dans les traités de libéralisation multilatéraux. Et c'est pour ça que nous devons, si nous sommes progressistes et si nous sommes ouverts au monde, et si nous voulons, nous, Européens, continuer de jouer un rôle sur la scène mondiale, nous devons défendre l'idée de traités bilatéraux qui fixent des normes et des standards élevés. Moi, je ne suis pas, Monsieur Gillot, pour dire on met le traité à la poubelle. On met le traité à la poubelle, ça veut dire on met le traité à la poubelle, et puis quoi? Et puis rien. Et puis
on aura exactement ce qu'on a encore aujourd'hui, des multinationales avec parfois des chiffres d'affaires supérieurs au PIB de certains États membres qui pensent qu'elles peuvent fixer la loi, des multinationales qui recourent à des juridictions privées ou à la menace du désinvestissement, à la menace de retrait, à la menace de rétorsion. C'est ça le monde réel d'aujourd'hui. Et ce que nous voulons éviter, ce dont nous voulons sortir, précisément en édictant des règles socio-économiques et environnementales à l'échelle mondiale qui transposent dans les relations entre les États ce que nous sommes parvenus à construire dans le chef de nos États, décennie après décennie, au nom de longs combats sociaux. Les droits sociaux ne sont pas venus comme ça en une fois, les normes environnementales ne sont pas venues comme ça en une fois, elles sont le résultat d'une longue mobilisation de la société qui s'est traduite à un moment donné par une législation. Eh bien, il en va exactement de même à l'échelle internationale. Et si nous voulons demain qu'il y ait de vraies normes sociales, si nous voulons que les conventions de l'OIT soient applicables, respectées, contraignantes, si nous voulons qu'il y ait de vraies règles en matière des droits de l'homme, du développement durable, il faut faire un travail de négociation pour obtenir un premier traité qui fixe les standards aussi haut que cela deviendra la norme européenne. C'est ça l'enjeu du CETA. C'est ça l'enjeu fondamental du CETA. Et c'est pour ça que nous devons dire non pour négocier. Non pas non pour tous aborder, donner un coup de pied dans la fourmilière, mais non pour créer un rapport de force qui nous permette d'obtenir plus de normes sociales, plus de normes environnementales, plus de clauses de respect des services publics et qui nous permette demain de dire voilà le standard européen et quand l'Union européenne ouvrira une négociation avec le Japon, avec les États-Unis ou avec n'importe qui d'autre, c'est à partir de ce standard-là que l'on discutera. C'est ça l'enjeu fondamental. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ces débats sont aussi forts. Mais ça, on ne peut... Et une telle négociation, on ne peut évidemment pas la mener selon les méthodes habituelles. On ne peut pas faire du nouveau avec les méthodes à l'ancienne. Un mode de pensée qui a produit les problèmes d'aujourd'hui ne peut pas produire les solutions de demain, disait en substance Albert Einstein. Et donc c'est toute la manière de faire des négociations commerciales qui doit changer. Dans le traité vers la paix perpétuelle, Immanuel Kant disait, je cite, « Toutes les actions relatives aux droits d'autrui dont la maxime n'est pas susceptible de publicité sont injustes. » C'est devenu un principe fondamental du droit international. En d'autres termes, tout ce que l'on n'a pas à cacher, on ne doit pas le cacher. Si on n'a rien à cacher dans ces accords commerciaux, si vraiment le CETA est bon pour les petites et moyennes entreprises, si le CETA est bon pour les agriculteurs, si le CETA est bon pour les services publics, si le CETA est bon pour la croissance, alors pourquoi faut-il le négocier en secret? Pourquoi n'a-t-on pas la confiance de le faire devant les citoyens? Il y a là une contradiction fondamentale dans la méthode. Elle s'est appliquée depuis le début. Et ce n'est pas à Madame de Franck que nous nous soyons réveillés après 10 ans. Un mandat a été donné en 2009. Mandat d'une vingtaine de pages qui fixe les balises et le cadre. Entre 2009 et 2015, la Commission négocie au nom de l'Union européenne, c'est son rôle, mais ne rend pratiquement aucun compte, ne donne pratiquement aucune information sur ce que sont ces négociations en cours. Et puis on arrive en 2015 en disant bonjour, voilà, c'est fini. Et les 20 pages sont devenues 1600 pages. Et maintenant on vous demande de dire amen. Eh bien non, c'est ça précisément qui ne marche pas. Et c'est précisément parce que nous ne pouvons plus accepter cette manière-là de faire de la négociation commerciale que nous avons, dès septembre 2015, dès que les textes nous ont été connus, nous avons tiré la sonnette d'alarme. Je ne vais pas vous refaire l'interminable liste des contacts que nous avons eus depuis plus d'un an. Mais j'aurais rappelé quand même que c'est le 18 septembre 2015 que j'ai indiqué à la ministre québécoise des Relations internationales ces difficultés que nous avions avec le CETA, que c'est quelques jours plus tard, le 2 octobre 2015, il y a plus d'un an, que je me suis rendu au bureau de Mme Malmström, la commissaire en charge du commerce au Berlaymont, pour lui expliquer très clairement les difficultés que nous avions avec ce traité, que tout au long de l'année, nous n'avons pas cessé d'avoir des contacts avec nos partenaires européens, avec la Commission, avec le Canada, mais que tout ça n'a pratiquement rien donné. La première réunion de coordination intra-belge a eu lieu le 6 juillet 2016. Entre octobre et juillet, pendant 10 mois, il ne s'est rien passé. Tout d'un coup, en juillet 2016, on a commencé à se dire « Tiens, ces Wallons, ils ont l'air déterminés. Ces Wallons, ils ont l'air de savoir ce qu'ils veulent et ils ont l'air de vouloir aller au bout. Donc il va falloir commencer à discuter avec eux. » Quelques jours plus tard, j'appelais le Premier ministre québécois, M. Couillard, en lui disant
Je comprends que c'est difficile de tout renégocier, mais comprenez que nous avons dans une résolution énoncé quelques balises fondamentales et nous voudrions pouvoir rediscuter sur ces balises, dans un instrument juridique à définir. Ça peut être un protocole, ça peut être une convention additionnelle, ça peut être une déclaration interprétative, du moment que c'est juridiquement contraignant. Et à ce moment-là, on m'a dit pourquoi pas, ça pourrait être une bonne idée, mais rien n'a suivi. Et il a fallu attendre. J'ai répété ceci encore fin septembre à l'envoyé spécial de M. Trudeau, M. Petitgrou, et aux ambassadeurs, mais il a fallu attendre le 4 octobre pour qu'on nous donne oralement les premiers éléments de ce qu'était la table des matières d'une éventuelle déclaration interprétative. 4 octobre, en nous disant, et s'il vous plaît, essayez d'être d'accord, nous sommes déjà en retard, essayez d'être d'accord pour le 11 octobre, en tout cas au grand plus tard pour le 18, qui est la réunion du Coreper. Texte qui nous est arrivé, qui nous a été présenté oralement, qui nous est arrivé seulement le 6 ou le 7 en soirée dans une version partielle et d'où nous recevons encore chaque jour des petits compléments. Tous les jours, je reçois un petit bout de déclaration interprétative en plus, avec un peu l'idée, allez, c'est pas assez, tiens, voilà encore un petit morceau, vous finirez bien par dire oui. Mais ça ne va pas. Sur la méthode, ça ne va pas. Je le répète et je l'ai redit. Je l'ai dit hier soir au président Hollande, je l'ai dit hier soir au président de la Commission Jean-Claude Juncker, je l'ai dit à tous ceux qui ont eu la gentillesse et la courtoisie de m'appeler pour me poser la question de la situation de la Wallonie. Nous voulons bien discuter, mais nous voulons nous mettre autour d'une table, en toute transparence, dans le respect des règles démocratiques. Nous voulons pouvoir dire, nous Wallons, voici les balises que nous voulons absolument retrouver dans un traité, et c'est seulement à l'issue d'une telle négociation, et si les partenaires européens et canadiens rencontrent l'essentiel de nos préoccupations, que nous pourrons vous dire, alors oui, c'est un traité qui fixe des standards très élevés, et il mérite d'être défendu. Mais à l'heure qu'il est, je n'ai toujours pas de réponse. J'ai appelé ce matin encore le ministre fédéral des Affaires étrangères, Didier Reynders, pour lui expliquer cette piste. J'ai senti un intérêt, j'espère que nous pourrons aller avancer dans cette direction, et c'est fondamentalement ma volonté. Mais il faut pour ça qu'il y ait une vraie volonté de changer la méthode et de démontrer, en bout de course au moins, mieux vaut tard que jamais, que face à des régions qui ont des difficultés, et nous sommes moins isolés qu'on le pense. Bien sûr, personne n'ose sortir le premier, c'est toujours le même jeu. Toujours, on se dit, celui qui sortira le premier, c'est lui qui se fera blâmer, c'est lui qui aura les mesures de rétorsion, c'est lui qui sera mis sous pression. Et beaucoup attendent en se disant, tiens, est-ce que les Wallons vont sortir les premiers, ce qui me permettra de ne pas devoir sortir puisque tout le processus sera paralysé. Petit jeu tout à fait classique. Mais je peux vous dire, des très nombreux entretiens bilatéraux que j'ai eus, que des réticences, il y en a dans au moins 4 ou 5 États membres et que la Commission européenne en est parfaitement consciente. Parfaitement consciente. Il n'y a que dans un jeu politique belge-belge qu'on essaie de faire croire qu'il n'y a que la Wallonie qui a des réticences avec ce traité à ce stade. Et si la situation est celle-là, alors mettons-nous à table, clairement, en toute transparence, discutons et voyons si nos demandes légitimes peuvent être rencontrées. Les demandes que vous avez formulées dans vos résolutions, je ne me cache pas devant le Parlement, mais demandez au Parlement de faire un travail d'analyse, demandez au Parlement d'auditionner, de recevoir, de se prononcer, de fixer des balises dans une résolution, c'est à mon sens un élément de vitalité démocratique plutôt que de se cacher. Je n'ai pas besoin du prétexte du Parlement, je veux pouvoir démontrer que je m'appuie sur une majorité parlementaire très large et qui d'ailleurs dépasse le cadre de la majorité. Quand on dit nous avons des difficultés avec l'ICS, le fameux mécanisme d'arbitrage tel qu'il est toujours là, on est loin d'être les seuls. Lisez l'arrêt de la Cour constitutionnelle allemande d'hier soir qui dit « oui, l'Allemagne peut signer, mais pas ce mécanisme d'arbitrage. Et quoi qu'il arrive, il ne pourra pas entrer en vigueur, même pas de manière provisoire. » La Cour constitutionnelle allemande, c'est quand même une institution qui pèse en Europe. Et si elle le dit, c'est que ce ne sont pas seulement nous, les petits Wallons, qui avons un problème avec ce mécanisme. Elle retient exactement les mêmes critiques d'un risque de privatisation rampante de la justice que nous avons émises, que vous avez émises dans vos résolutions. Quand nous disons la déclaration interprétative est pleine de bonnes intentions, c'est vrai, les messages politiques qui sont exprimés sont des messages qui rencontrent nos aspirations. Sur les droits de l'homme, sur l'exception culturelle, sur la protection des normes environnementales, sur les conventions de l'OIT, sur le droit du travail, sur la capacité de réguler, sur le principe de précaution et autres, puisque je vous dis, il en arrive des nouvelles pages tous les jours. Tous ces éléments sont des éléments qui vont dans le bon sens, qui rencontrent ce qu'ont été nos aspirations. Mais, telle qu'elle est formulée aujourd'hui, cette déclaration interprétative n'est pas suffisante. Elle ne nous donne pas suffisamment de garanties. Le problème n'est pas, je ne vais pas entrer ici dans un débat de juristes, les expertises que nous avons demandées à différents cabinets d'avocats et différents universitaires nous disent une déclaration interprétative peut, quand elle est écrite d'une certaine manière, avoir une force juridique
totalement contraignante, si elle est acceptée par les deux parties opposables au tiers, reconnue comme étant opposable au tiers, et si elle est libellée de manière très précise, elle a exactement la même valeur que le traité lui-même. Si on dit dans la déclaration interprétative, à l'article 30, alinéa 5, il faut comprendre tel mot comme ayant tel sens, ça a tout à fait la même valeur juridique qu'un amendement, c'est d'ailleurs de fait un amendement au traité. Donc la question n'est pas faut-il une déclaration interprétative ou un autre instrument juridique. La question c'est comment libelle-t-on ces observations. Et c'est ce que j'ai dit aussi à tous ceux qui m'ont appelé. Si vous acceptez que nous réouvrions la discussion, nous demanderons que l'on relibelle, que l'on reformule un certain nombre de remarques qui sont dans la déclaration interprétative, qu'on en apporte quelques autres complémentaires. Et je suis convaincu que beaucoup d'autres États européens, pour avoir eu de nombreux contacts, je suis convaincu que beaucoup d'autres États européens nous soutiendront parce qu'eux aussi aspirent à avoir des causes beaucoup plus précises en matière de protection des services publics, de protection, par exemple, aussi des droits du travail. C'est ce message-là que nous devons faire passer. Alors politiquement, ça n'est pas facile. Évidemment que ça n'est pas facile. On prend des risques, quoi qu'on fasse. On prend le risque soit de s'isoler de sa population, si on veut se dire « Oh, ne nous prenons pas pour plus importants que nous sommes, acceptons le traité tel quel, c'est déjà pas si mal, tant pis pour les quelques petites imperfections ». Alors je crois qu'on ne fera que renforcer la défiance déjà très profonde dans le personnel politique, et on ne fera que renforcer la défiance encore plus profonde à l'égard des négociations internationales et du commerce. On peut se dire à l'inverse, disons non, point, c'est tout, et puis allons faire un feu d'artifice en se réjouissant d'avoir fait échouer le bateau CETA. Et quoi demain? Eh bien demain, tant pis. Ça ne me paraît pas non plus être une position de responsabilité politique. Par contre, on peut dire non, mais expliquer pourquoi on dit non, et expliquer à quelles conditions nous accepterions de négocier à nouveau. Et ça a toujours été notre position, et ça reste notre position. Et donc ce que je dirais à l'ensemble de ceux qui me poseront la question, ce que j'ai dit et que je confirmerai au ministre fédéral des Affaires étrangères tout à l'heure, c'est ceci. Aujourd'hui, le Parlement wallon a réexaminé la déclaration interprétative. De nouveaux documents arrivent aujourd'hui, arriveront encore sans doute demain, peut-être lundi. Nous continuerons de les examiner. Parce que c'est ce sérieux, c'est cette rigueur dans l'analyse qui nous donne de la crédibilité dans notre démarche. Mais aujourd'hui, à l'analyse, ceci ne donne pas de garantie suffisante. Et donc, comme je m'y étais engagé, formellement devant vous, je ne donnerai pas les pleins pouvoirs au gouvernement fédéral et la Belgique ne signera pas le CETA le 18 octobre. J'espère que ceci n'est que... Je ne prends pas ceci comme un enterrement, je ne prends pas ceci comme un veto sans condition. Je prends ceci comme une demande de réouvrir de négociations pour que de légitimes attentes d'une société civile organisée, transparente, qui ont été exprimées avec force, puissent être entendues par les dirigeants européens et pour que nous puissions ensemble contribuer non seulement à notre prospérité, mais aussi à reconstruire la confiance politique entre les citoyens et leurs élus. Je vous remercie de votre attention.